L'homme a transformé la terre en un enfer pour les animaux. Noir dans l'arbre champ, je veux faire le tour de la terre. Si tout va mal, je porte mes couches, je fais mes affaires. Ce soir je suis seul, je compte tous mes problèmes, ça m'empêche d'en faire. Yeux mouillés, sang sur le sol, c'est donc ça qu'on appelle l'enfer. Ce soir je suis seul, je suis une grasse statique. Sur la prod pendant 4-4 c'est céleste, y'a rien de magique. Va se booster dans le 4 matic. Gros tadzik, mais même à 4 on est grâce ta team. Quand je rappe c'est tout fantastique. Sur l'alliance mais les élastiques. Ce soir je suis seul, je suis une grâce statique. Le soir tu fais fantastique, y'a rien de fantastique. Chinal du plastique, gros stick sur stick. T'as sur tâche, tu joues trop mal, je fais pas la passe. Brisé par cette j'ai plus d'attache. Tu pas trop mal, tu fais tâche. Donc leur savent bien, je te paie en cash. Je ravale mon seum, j'ai trop la rage. Je vais step up, c'est le démarrage. Les disputes gros, j'ai plus l'âge. Je guette le whisky, prend de l'âge. J'ai si le bateau couche, je rentre à nage. Nord dans l'arbre champ, je vais faire le tour de la terre. Si tout va mal, je porte mes couches, je fais mes affaires. Ce soir je suis seul, je compte tous mes problèmes, ça m'empêche d'en faire. Yeux mouillés, sang sur le sol, c'est donc ça qu'on appelle l'enfer. L'an passé, Arte a diffusé un reportage intitulé « La fabrique de l'ignorance » qui montrait comment certains grands groupes industriels de l'industrie des pesticides ou du tabac produisaient activement de l'ignorance, du doute et de l'incertitude, un processus qu'on appelle l'agnotologie. Est-ce que pour vous, le système agro-industriel produit de l'ignorance pour camoufler le fait que la consommation de viande produit des ravages sur l'environnement et la santé, au même titre que les industriels des pesticides ou les industriels du tabac ont menti, ils continuent de mentir jusqu'à maintenant. Exactement. Pendant tellement longtemps, d'ailleurs on voyait tous les films dans l'ancien temps, tout le monde a la cigarette au bec, tout le monde... C'était Marlboro, c'était James Dean, l'imaginaire du cow-boy. Voilà, exactement. Même Lucky Luke, la cigarette au bec. Donc tout était fait par l'industrie du tabac pour montrer que c'était super, c'était très bien, soutenir à fond. Et maintenant, oui, c'est la même chose, malgré qu'on commence à avoir tellement de preuves, l'industrie agroalimentaire va continuer à présenter ça comme étant une absolue Là, vous parlez de présentation, mais ce à quoi je fais référence, c'est au fait que ces industries produisent des contre-études. Par exemple, si des études prouvent que le régime végétarien est bon pour la santé, ces industries vont financer des travaux qui tendent à démonter un sous-argument, une sous-conclusion de telle ou telle étude ils vont pour chercher, faire du flou. Ils vont chercher des experts, comme je donnais l'exemple de cet expert, ce médecin qui disait combien les fruits étaient mauvais pour la santé. Eh bien, ils vont chercher des experts, que nous on considère qu'ils sont des experts payés par eux, pour essayer de prouver l'inverse de ce que d'autres scientifiques ont prouvé et qui soutiennent le fait qu'il faut arrêter d'utiliser tous ces produits agricoles ou bien arrêter de manger les animaux. Oui, c'est assez facile dans un sens de trouver toujours des experts qui diront l'inverse. Et c'est dans ce sens-là peut-être que votre combat médiatique apporte une solution, c'est-à-dire que pour répondre à un moment donné à de l'incertitude, du doute, de l'ignorance qui est produite activement, on n'a plus que le ressort médiatique pour essayer de faire passer des vérités face à ces contre-vérités. Et c'est pour ça qu'il est tellement important qu'il y ait maintenant tellement de livres qui sont écrits et qui prouvent la véracité de ce que nous disons, mais qui le prouvent scientifiquement, que ce soit par les scientifiques, les éthologues ou autres, parce qu'il y a toujours ces soi-disant contre-expertises. Donc nous, il faut qu'on soit extrêmement experts dans ce que nous disons. Par exemple, la chasse. Alors des mouettes, on en a beaucoup moins que des goélands. Alors je pense que c'est pris une voiture ou un tir. Là, un tir de chasseur? Bah oui. Les goélands se font tirer, les pigeons se font tirer, les rapaces protégés se font tirer. On a même eu une chevette tirée une fois. On le sait parce que Marie-Pierre, la vétérinaire, fait les radios. Du coup, on a les preuves que
que c'est tiré. On entend parfois de la part des ligues de chasseurs qu'ils ont un impact majeur dans la conservation, justement de la biodiversité ou sur la bonne gestion des forêts et de la faune sauvage. Est-ce que c'est un argument qui est recevable ou est-ce qu'il est à ses limites? Ça n'engage que ceux qui le croient. Ça c'est un discours de communication. Je peur qu'il y en ait qui le croient. Gérer la nature, de quel droit? Mais de quel droit? Mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Les chasseurs se présentent comme les plus grands écolos de la planète. Alors que nous, on a tous les arguments pour montrer qu'ils sont très très loin d'être les plus grands écolos de la planète. Et Willy Schrein, qui est le dirigeant de tout ce qui concerne la chasse, a finalement reconnu qu'en fait, la chasse, c'est parce qu'on aime tuer les animaux. Il l'a officiellement reconnu. Mais avant, c'était toujours caché. C'est comme la viande, c'est parce qu'on aime la manger qu'on la mange. Exactement. Mais avant, c'était toujours caché. Non, nous, on était les protecteurs de l'écologie. Alors qu'on voit que quand ils tuent les renards qui mangent les lapins, eh ben, ils ont besoin d'aller tuer les lapins parce qu'ils ont tué les renards qui mangeaient les lapins. Ou bien quand ils disent qu'il faut tuer les sangliers parce que les sangliers ravagent les cultures, ce qu'ils ne disent pas, c'est que les sangliers, il y en a pas assez parce qu'ils ont tous tué, donc ils ont fait deux choses. Ils font des élevages industriels en Belgique de sangliers qu'ils amènent ensuite en France pour pouvoir les tuer. Voilà, ils les réintroduisent. Et également qu'ils ont créé une nouvelle espèce qui est ce qu'on appelle le cochon-glier, parce qu'en fait le sanglier il fait pas beaucoup de petits, il en fait que 1 ou 2 par an. Et eux, c'est pas assez, ça fait pas assez d'animaux à tuer. Donc ils ont fait un croisement entre le cochon, qui est en fait un ancien sanglier, mais à force de changements génétiques, ils ont réussi que maintenant il fait jusqu'à 18 petits, de façon à ce que les sangliers fassent beaucoup, beaucoup plus de petits, de façon à ce qu'ils en aient plus à tuer. Donc ils nous disent qu'ils sont là pour protéger les cultures des pauvres agriculteurs, alors qu'en fait c'est eux qui ont créé l'énorme surplus de sangliers, l'énorme surplus de toutes les sortes d'animaux. Donc vous pensez que c'est encore un mensonge, cette idée de régulation démographique? Absolument, voilà, ils essayent toujours de trouver des façons de se présenter comme étant des grands protecteurs de la nature ou des grands scientifiques, alors qu'en fait on peut démolir leurs arguments sans aucun problème. C'est pour ça justement quand je fais des centres d'information, ceux qui étaient pour la chasse qui venaient me voir, ils n'en revenaient pas parce que j'avais un argument contre tout ce qu'ils disaient et ils s'y attendaient pas parce qu'eux ils ont l'habitude qu'on leur dise ah ben oui mais nous on est les régulateurs de la nature, si on n'est pas là il n'y aura plus de nature. Ce qu'on fait c'est qu'on diffuse sur des écrans les images de tout type d'exploitation, c'est-à-dire que ce soit pour la viande, les œufs, le lait, la fourrure, l'expérimentation. Et donc les gens qui vont venir s'arrêter devant ces images, c'est donc qui vont montrer de l'intérêt pour ça. Il y a des personnes autour qui vont s'approcher, qui vont les sensibiliser avec la méthode socratique, donc en leur posant des questions pour qu'eux-mêmes développent leur propre réflexion sur le sujet, sans leur dire quoi faire, mais pour qu'eux-mêmes, avec leur morale, trouvent la solution. C'est l'association, en fait, la façon de faire que j'ai trouvé la plus efficace dans le sens où il va y avoir des images et il y a surtout une discussion de déconstruction derrière. Et donc pour moi, ça c'est vraiment la clé pour permettre aux gens de réfléchir là-dessus et pouvoir changer. Vous dites que vous avez des arguments, mais en même temps, vous savez très bien brasser les affects. C'est-à-dire qu'en montrant des images chocs, en faisant des happenings, vous allez jouer sur une corde qui n'est pas du tout la même que celle de l'argumentaire. Alors, est-ce que vous diriez que, au même titre que vous êtes à la fois réformiste et abolitionniste, pacifique et pas contre une certaine forme de, non pas de violence, mais de radicalité, est-ce que, encore une fois, vous êtes à la fois pour un dialogue construit scientifiquement, mais pas forcément contre le fait qu'on puisse titiller une corde sensible, embrassant des affects et rentrer un peu dans la post-vérité, comme tout on peut la qualifier. Moi, je suis pour le fait qu'il faut utiliser toutes les méthodes qui marchent pour arriver à sauver la planète, à sauver l'environnement et à sauver les animaux. Donc, toutes ces méthodes sont efficaces. Et en effet, quand je montre dans la rue des vidéos de la souffrance des animaux, les gens qui la plupart du temps ne sont même pas au courant, ils sont bouche bée en train de regarder ça, parce qu'ils ne le savent pas. Alors il y en a, on va leur dire, ils s'en ficheront complètement. Moi je voyais par exemple, des fois j'avais toutes ces photos d'horreur qu'on faisait aux animaux dans l'expérimentation animale, et je voyais des petits groupes de jeunes qui venaient, et ils rigolaient, ils trouvaient ça super marrant de voir les atrocités qu'on faisait aux animaux pour l'expérimentation animale.
Mais il faut le montrer parce qu'il y en a qui vont rigoler, mais il y en a que ça va faire réfléchir. Et la même chose avec les vidéos et les photos d'élevage et d'abattoirs que je montrais. Oui, il faut travailler sur aussi la corde sensible des gens. Leur montrer que la corde sensible qu'ils ont pour leur chat et leur chien, ben, il faut qu'ils l'aient aussi pour les autres animaux. En fait, je pense qu'il faut éduquer les gens, il faut informer les gens, il faut faire de la pédagogie, leur dire que déjà les animaux, c'est des êtres sensients, qui ressentent de la douleur, qui ont des émotions. Alors effectivement, ils ne sont pas comme nous, ils ne vont pas parler comme nous. Tout à l'heure, on faisait la manifestation pour la journée mondiale contre la pêche. Alors les poissons, on ne les entend même pas parler, on ne les entend même pas crier, contrairement à d'autres animaux. Mais pour autant, ils souffrent. Et donc, il faut prendre en considération ça. Et voilà, et on peut faire autrement. Il faut montrer aux gens qu'on peut faire autrement, qu'on peut avoir une autre alimentation, on peut être en parfaite santé. Mais alors, quel est votre meilleur souvenir militant? Ah ben, il y en a beaucoup. Il y a par exemple, quand on faisait des manifestations avec Jean-Pierre Garrigue du CRAC, là, le comité radicalement anti-corrida, et qu'on était 5000 personnes, et qu'on avait venu de toute la France, et venu même, des fois, certains venaient même de Belgique et d'Italie, et qu'on pouvait être aussi nombreux. Alors bien sûr, quand ils défendent des causes humaines, ils vont être 100 000. Bon, d'accord. Mais pour nous, pour défendre la cause animale, 5000 personnes, c'est absolument énorme. Hein, parce que généralement, on n'est pas nombreux, nous, qui défendent la cause animale. Quand il s'agit de défendre sa propre cause, la cause humaine, on peut avoir beaucoup plus facilement beaucoup de monde. Donc, c'est des souvenirs absolument incroyables. Les souvenirs de quand on était tellement unis, quand on allait dans les arènes. On pénétrait à l'intérieur même des arènes pour essayer de retarder. On savait qu'on ne pouvait pas arrêter la corrida, mais si au moins on pouvait essayer de retarder et d'avoir un impact sur le public. Parce que ce qu'il faut savoir, que dans les arènes de corrida, la majorité du public, ce n'est pas les aficionados, ce n'est pas ceux qui adorent la corrida qui sont toujours là. La plupart, c'est les touristes. Les touristes, on leur dit, sud de la France, ça veut dire feria et ça veut dire corrida, parce qu'il n'y a que dans le sud de la France que c'est permis. Donc les touristes y viennent, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont aucune idée. Moi, quand j'habitais à Paris, j'avais aucune idée de ce que c'était que la corrida. Hein. Je croyais que c'était juste un bonhomme avec une cape qui faisait tourner en rond un taureau. J'avais aucune idée de la souffrance qu'on infligeait aux animaux. Donc les touristes, ils ne savent pas. Donc quand on va faire ces manifestations, quand on va leur montrer ce que c'est, les distribuer les tracts, les brochures, leur montrer les photos et tout ça, et bien ces touristes-là, ils n'iront pas aux corridas. Donc on a un effet à travers ces manifestations. Et là, quand on a fait quand on est allé dans cette arène de Rodillan, on était 95 à peu près, il y en avait 65 qui étaient dans l'arène même, qui s'étaient enchaînés les uns les autres au milieu de l'arène, et on était 30 qui étions dans les gradins à tenir nos immenses banderoles. Et bien, quand on a fait ça, on a eu une 50aine d'articles dans les journaux, dans les télés, dans les radios. On a eu un impact énorme. Les gens de la corrida, ils étaient écœurés. Ils s'en sont même pris aux journaux, aux radios, aux télés en disant « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez trahis !» en faisant autant d'articles sur ces militants. Donc ça, c'était une victoire absolument fabuleuse. Donc il y a plein de choses. Et quand on tient un stand d'information sur le végétarisme par exemple, et qu'on va avoir tellement de gens qui disent « Oui, ben moi j'y pense, j'aimerais bien le devenir. » Alors moi j'avais toujours comment ça s'appelle, des fiches sur l'alimentation végétarienne, où vous trouvez le fer, où vous trouvez les protéines, où vous trouvez le calcium, ceci, cela. Et bien c'était un tel bonheur quand on voyait tous ces gens qui prenaient au sérieux la question animale et qui disaient ben voilà, j'y pense sérieusement à devenir végétarien. Donc nous on les aidait à le devenir correctement, en s'alimentant correctement. C'est un immense plaisir également. Mais vous avez pointé par exemple le fait de ne pas être très nombreux par rapport aux revendications purement humaines ou citoyennes humaines. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui pourraient vous dire, ce que vous essayez de nous imposer, c'est un peu le diktat de la minorité. Vous allez nous convaincre qu'il faut entrer dans la libération animale, mais c'est au prix de notre liberté alimentaire. Est-ce que la pensée, la mouvance animaliste, est-ce qu'on ne peut pas l'accuser quelque part de priver de liberté, de restreindre les libertés individuelles? Alors,
on ne restreint pas du fait qu'on n'a toujours pas obtenu de loi pour qu'il soit interdit de tuer les animaux ou de les faire souffrir. Donc c'est tout à fait, les gens sont totalement libres quand ils décident de devenir végétariens ou véganes ou militants, c'est eux qui le décident. Personne ne les a forcés, on n'est pas venu avec un pistolet sous la gorge pour qu'ils le fassent. Donc non, cet argument n'a pas de valeur. Là, il y a ce qu'on appelle scientifiquement la masse critique. La masse critique, c'est quand il y a une cause, une énorme cause dans un pays ou dans une civilisation, et que la pensée des gens va changer à partir du moment où il y aura un certain nombre. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'esclavage, avec la fin de l'esclavage, avec la fin de la ségrégation, aux États-Unis en particulier. C'est pas à partir du moment où 100% de la population ne veut plus de telle ou telle chose que les lois changent. C'est quand il y a un certain nombre de la population, qui est généralement compté à, certains disent 30%, certains disent 10%, mais bon, je ne sais pas trop lequel c'est. Mais nous, ce qu'on veut, c'est petit à petit, c'est changer les mentalités, de façon à ce que ce soit les gens qui, par le nombre qu'ils sont, vont faire changer les lois. Parce qu'en fait, les lois changent quand il y a suffisamment de personnes qui veulent que la loi change. Comme par exemple, là, on a obtenu qu'il n'y ait plus d'animaux sauvages dans les cirques. Au début, c'était que certaines villes, et après, c'est devenu une loi pour la France. Donc, c'est simplement quand on a obtenu qu'un certain nombre de personnes. Donc, nous, on influence, on est des influenceurs, des influenceuses, on change les mentalités, mais en leur donnant l'argumentation, en leur donnant les preuves, et après, c'est eux-mêmes qui font le changement par le poids du nombre. Et quand il y a eu la fin de l'esclavage, eh bien c'est parce qu'ils étaient tellement nombreux contre que bien qu'il y en a encore plein qui soient pour l'esclavage a été interdit. Même chose pour la ségrégation. Quand il y a eu suffisamment de gens qui ont été contre la ségrégation, bien qu'il y en ait plein encore qui soient pour la ségrégation a été interdite. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui s'en fiche. Soit ils sont ignorants, soit ils s'en fichent. Il y a une population qui est active dans un certain sens, il y a une autre partie de la population qui est très active dans l'inverse, et une autre partie de la population, que généralement c'est le ventre mou finalement. Il penche d'un côté ou de l'autre, en fonction justement du poids de tel ou tel groupe. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à cette masse critique où on sera suffisamment nombreux à vouloir changer les choses par rapport à la question animale, qui fera que tous ceux qui sont ils s'en fichent un peu, ils pencheront d'un côté ou de l'autre, ben ils vont pencher de notre côté, au lieu de pencher du côté de ceux qui font souffrir les animaux. Et est-ce que vous êtes plutôt confiante dans la capacité de votre message à percoler dans les strates profondes de la société? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Les actions qu'on fait, en fait, il y a plusieurs sensibilisations qui sont faites, donc, et à la fin des actions, on demande à chaque sensibilisateur combien de bonnes sensibilisations il a fait une bonne sensi. C'est quand tu sens que la personne, elle a percuté et elle s'est rendue compte de son conditionnement à la normalisation de consommer des animaux alors que c'est pas nécessaire et ça cause énormément de souffrance. Et donc en fait il y a quand même bien plus que la moitié des gens avec qui on parle qui prennent la décision de changer leur consommation et leur relation vis-à-vis des animaux. Et donc c'est ça qui donne de l'espoir, c'est que souvent, moi au début, avant de rejoindre cet assaut, je pensais que les gens savaient ce qui se passe, mais juste s'en foutent parce que c'est très facile de se conforter dans les habitudes qu'on a déjà. Et en fait, non, quand on parle avec des gens, on se rend compte qu'en fait, non, la majorité, si on leur donne justement les bonnes informations, on leur donne les bonnes armes pour faire le choix de changer. Et donc, vu que la majorité, je dirais peut-être 60-70% des sensi qui sont faites ont un impact. Donc du coup, pour moi, ça aide beaucoup à faire changer les choses. Du coup, est-ce que c'est pas une manière très particulière de faire de la politique? Parce que la politique, pendant très longtemps, était liée aux grandes idéologies, communisme, etc., où on a une pensée qui s'exerce sur la masse. Est-ce que vous nous dites un petit peu, c'est le processus inverse? Si on parle de véganisme, par exemple, c'est une pratique qui est liée à la sphère privée et qui finalement aurait vocation à s'étendre dans la sphère publique, donc de rentrer dans un processus politique. Exactement. Est-ce que c'est ce mécanisme-là que vous revendiquez? C'est pour ça que nous avons créé le Parti animaliste.
Et je suis très fière qu'on ait créé ce parti parce que, justement, vous aviez parlé d'Yves Bonnardel. Eh bien, Yves Bonnardel et tout un groupe de militants de Lyon organisaient tous les ans ce qu'ils appelaient les estivales de la question animale. Ils ont un équivalent aux États-Unis d'ailleurs. Et on se réunissait pendant 5 jours à peu près, où plein de personnes venaient donner des conférences sur tel et tel sujet et discuter ensemble. On campait, on était logés dans des auberges à Genève, des trucs comme ça. Et puis, on discutait pendant toutes ces 4-5 jours, à tour de rôle, de la question animale. Et c'est là qu'on a dit qu'il faudrait qu'on ait un parti animaliste. Ils en ont un en Autriche, ils en ont un en Hollande, ils ont obtenu des changements, il faut que nous, on en ait un en France également. Et on l'a fait. Ça, on en avait discuté, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Et puis, on a eu notre parti animaliste en 2017. Et notre parti animaliste, eh ben, il fait des avancées. Et petit à petit, on voit que la plupart des politiques, maintenant, ils ont inclus quelque chose par rapport à la cause animale dans leur programme, alors qu'avant, ils n'en avaient absolument rien à faire. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas politique du tout. Mais nous avons besoin d'élus pour faire bouger les choses. Parce que ce qu'on subit aujourd'hui, ou les choses effroyables comme les élevages intensifs, la chasse à courre, les chasses en enclos, tout ça, c'est cautionné par des politiques. Donc il faut bien que d'autres politiques soient élus pour détricoter tout ça. Jusqu'en 2015, en fait, les animaux étaient considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire ils n'étaient pas des personnes, donc c'était des biens et meubles parce qu'ils sont capables de se déplacer. Or, depuis 2015, l'animal, on a reconnu une sentience en fait pour l'animal. Est-ce que c'est dû au parti animaliste? Oui, c'est deux choses différentes. Il y a qu'il est un bien meuble et il y a qu'on a reconnu sa sentience, sa sensibilité. Avant, on ne reconnaissait pas légalement, hein, les gens le reconnaissaient avec leur chat et leur chien, hein, mais légalement, ce n'était pas reconnu. La sensibilité, la sentience de l'animal n'était pas reconnue. Alors pour le moment, on a obtenu que maintenant, cette sentience de l'animal est reconnue légalement. Par contre, il est toujours un bien meuble. On n'a pas encore réussi de ce côté-là. Mais au niveau des avancées politiques, grâce à ce parti animaliste, oui, on a fait d'énormes avancées politiques et on veut en faire beaucoup d'autres. Et petit à petit, on en aura de plus en plus. Donc, Mais quel est l'horizon? Est-ce que c'est de convertir, entre guillemets, la France entière, ou est-ce que ça va même plus loin? C'est-à-dire qu'on veut étendre cette pensée au monde entier, parce qu'elle a de sens que si le monde entier se conforme oui, alors aux exigences. beaucoup de pays commencent à avoir ces partis animalistes. Hein. Les États-Unis ont commencé en Californie pour le moment seulement, mais bon, c'est déjà ça. Nous, maintenant, là en France, je ne sais pas quels sont tous les pays en Europe qui ont un parti animaliste, quel que soit le nom qu'ils leur donnent, mais oui, l'idée c'est ça, c'est qu'on veut que ça avance et qu'on arrive à cette masse critique. Quand on sera à cette masse critique où on aura obtenu qu'on est plus nombreux que ceux, les industries qui utilisent l'animal, il y aura une bascule qui va s'opérer. Il y aura une bascule qui s'opérera. Et bon, mais ce qu'il y a, c'est que ça va prendre très très longtemps, et c'est pour ça qu'en Respira et L214 ont entièrement raison, ça se fait par étapes, comme moi je dis toujours, on ne gagne pas une guerre avec un combat. Il y a plusieurs combats, on en gagne un, on en gagne un, et à la fin on gagne la guerre. Et le problème qu'on a un petit peu dans le militantisme, surtout avec les jeunes, c'est que les jeunes de maintenant, ils sont beaucoup dans l'immédiateté. Et donc pour eux, on doit obtenir nos résultats dans les années qui viennent. Non, c'est pas comme ça. C'est les réseaux sociaux, c'est pas ça comme ça marche. Ça prend des années et des années et des années, mais le progrès se fait. Parce que je vois les États-Unis qui ont commencé il y a 30 ans, là, avec PETA et d'autres, la question animale, eh bien, ils ont obtenu plus de résultats que nous en France, parce que nous, on a commencé qu'il y a 15 ans ou un peu plus. Donc, et vous pensez, vous, avoir servi d'intermédiaire à votre niveau entre la pensée un petit peu nord-américaine autour de l'animalisme et ce qui s'est développé en France? Oui, parce que aux États-Unis, ils ne peuvent pas militer de la même façon que nous, parce que leurs villes ne sont pas du tout configurées comme les nôtres. Nous, on a des tas de piétons. Les Américains, tout est en voiture, il n'y a pas de piétons. Enfin, pas dans les grandes villes comme New York, hein, mais dans les petites villes, il n'y a pratiquement pas de piétons. Partout où vous allez, il y a un parking, vous descendez avec votre voiture et vous ne marchez pas. Donc faire ce que nous on fait, nos stands d'information, nos manifestations, ça n'a aucun sens. Une fois on en a fait une, je crois que c'était en Caroline du Sud, on était là sur le trottoir,
en train de faire notre manif, il y avait les voitures qui passaient, il n'y avait pas un piéton. Donc on est obligé d'utiliser des méthodes différentes. Et donc moi, ayant vu les méthodes qu'ils utilisaient, eh bien, je me suis dit, bon, ben, il y a des méthodes qui sont bonnes, on devrait les utiliser en France aussi. Donc par exemple, ils utilisent énormément les mises en scène. Et donc, moi, je me suis mise à faire beaucoup de mises en scène. Et ils utilisent aussi beaucoup les manifestations devant la cible, devant le magasin, ou devant l'abattoir, ou devant l'élevage. En France, ils ont commencé à faire ça aussi. Et ça, c'est très, 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 très bon. Et ils utilisent aussi beaucoup, par exemple, les Français, ils utilisent beaucoup la pétition. Mais la pétition a beaucoup moins d'effet que ce que font les États-Unis. Et maintenant, j'ai vu que L214 fait pareil, PETA fait ça. C'est qu'au lieu que ce soit juste des pétitions à signer, qui souvent n'ont aucun impact, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient, ils ciblent une entreprise, et après, ils envoient à cette entreprise, ils demandent, bon, naturellement, PETA est international, hein, c'est comme One Voice, ils sont internationaux. Donc, ils demandent au monde entier d'envoyer à cette entreprise un email, ils donnent un modèle, hein, et puis après, les entreprises se mettent à recevoir des milliers d'emails du monde entier. Ce que faisait Henri Spira, enfin ce qui est décrit dans la théorie du tube de dentifrice, encore une fois le livre de Peter Singer sur la vie d'Henri Spira, où Henri Spira décrit qu'il avait mobilisé tout un ensemble de citoyens pour envoyer des courriers le même jour aux sociétés qu'il avait ciblées. Et il y a peut-être une autre différence, et j'aimerais avoir votre avis expert sur ce point. On a l'impression qu'aux USA, il y a une utilisation plus prononcée du name and shame. Oui. Le fait de nommer, en fait, par exemple, tel scientifique dans tel labo qui exerce tel projet de recherche et mettre son nom, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait des manifestations où on va devant la maison de celui qui fait de l'expérimentation animale. On se met devant sa maison, on est avec nos pancartes sur l'expérimentation animale et on fait beaucoup le name and shame des personnes, des entreprises. Ça, c'est l'importation, encore une fois, américaine. Oui, bah ça, ils ne le font pas en France, mais on le faisait aux États-Unis. Et par exemple, ça marche. En France, ça y est, on a gagné. Mais aux États-Unis, moi j'ai beaucoup fait de manifestations, c'était en Géorgie, là, c'était devant un des cirques les plus connus des États-Unis, c'est le cirque Ringling Bros. Et donc on le faisait dans tous les États-Unis, moi je faisais quand ils venaient en Géorgie, à la ville de Savannah, et bien on a gagné. Maintenant, Ringling Bros a arrêté d'utiliser les animaux. Donc, on gagne. Bravo. On avance. Ça prend du temps, mais il faut être patient. Ça prend des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne se fait pas en un an ou deux. C'est important que les gens se mobilisent parce qu'il y a énormément de souffrance. C'est important moi je considère que c'est important que des personnalités qui sont dans les associations puissent se mobiliser parce qu'on est vraiment investi pour la cause animale. Et on fait tout ce qu'on peut, en tout cas, pour faire avancer cette cause. Et donc là, c'est du compte-rendu d'action militante, voilà, c'est ça ? Parce que pour que le militantisme fonctionne vraiment, il y a la préparation en premier, c'est très important. Après, il y a l'action humaine, puis après, il y a la diffusion. Parce que la diffusion, ça va informer les gens et ça va faire que des gens vont vouloir venir militer parce qu'ils trouveront oh, c'est bien, il y a des résultats, ça a beaucoup d'impact. Donc, j'envoyais à tous les abonnés de mon collectif Droits des Animaux Sud, je leur envoyais chaque mois le compte-rendu, d'abord les annonces de ce qu'il allait avoir à venir, ce qui allait venir, de façon à ce qu'ils se joignent à nous, et le compte-rendu de tout ce qui avait été fait par nous-mêmes, à Montpellier et par les associations auxquelles nous nous étions jointes à Toulouse, à Marseille, à Alès, ça représentait combien de militants à peu près? Plusieurs dizaines? J'avais généralement sur Montpellier, j'avais entre 20 et 150 militants. Et quand on allait avec d'autres associations, on pouvait être, par exemple à Toulouse, on pouvait être jusqu'à 500, 600 personnes. Ah oui, c'est énorme. Quand on était à Marseille, on pouvait être jusqu'à 300, 400 personnes. Et quand on faisait naturellement avec Jean-Pierre Garrigue du CRAC, du comité radicalement anti-corrida, là on a été jusqu'à 5000. Et vous vous sentiez investi d'une responsabilité vis-à-vis de toutes ces personnes qui vous suivaient finalement? Bien sûr. Il fallait les encourager, les enthousiasmer pour que les personnes reviennent régulièrement et qu'elles voient qu'il y avait des résultats avec l'action qu'ils faisaient et que chacun se sente investi de faire avancer la cause et de participer. Et finalement, c'est une fonction, un rôle qui nécessite aussi bien de connaître l'humain
que de connaître le sujet dont on parle. Exactement. Alors, j'avais un avantage par rapport à d'autres personnes, c'est que moi, étant une ancienne hippie allant en Inde et tout ça, j'ai beaucoup vécu en communauté. Donc, j'ai l'habitude des communautés, j'ai l'habitude de beaucoup de gens. Et en plus, j'ai fait différents métiers où j'étais en charge de beaucoup de gens. Comme quand j'étais directrice d'école végétarienne, eh ben, j'avais tous mes instituteurs, mes institutrices, mes professeurs. Donc, j'ai toujours eu l'habitude, de par mes propres métiers, ou quand j'étais directrice de traduction, j'avais plein de gens qui travaillaient avec moi dans les traductions. Donc, j'ai eu l'habitude de diriger des gens. Donc, je savais comment le faire de façon à ce que ça les enthousiasme, qu'ils soient heureux. Et donc, j'avais beaucoup de facilité. Ben, je ne vous ai pas posé la question, mais quel est votre cursus universitaire? Je ne vous ai même pas demandé tout à l'heure. Eh bien, je voulais être ethnologue. Donc, j'ai étudié l'ethnologie à la Sorbonne, à l'École française des hautes études. Oui, je crois que ça, non, l'École des hautes études. C'est là que j'ai rencontré Lévi-Strauss, qui a été un de mes professeurs. Et j'ai étudié les civilisations de tous les pays du monde. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Inde, que ce soit le chamanisme en Amérique du Sud. Enfin, j'ai étudié tout ça. Et après, c'est pour ça que je suis partie en Inde. Je suis allée voir de moi-même ce que j'étudiais dans mes cours à la Sorbonne. Donc finalement, ça a convergé dans votre lutte animaliste, parce que tout était lié. Donc tout ce que j'ai, c'est pour ça qu'après j'ai beaucoup donné des conférences dans des universités, dans des lycées. J'avais l'habitude pour ça des conférences, parce que c'était ce que j'avais appris. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon militantisme animaliste. Très bien. Beaucoup de facilité et d'expérience. Et également, comme je m'occupais beaucoup aussi de relations publiques, j'avais beaucoup d'habitude d'avoir des rapports avec la police, avec les maires, avec les journaux. Mon premier interview, c'était Michel Drucker. D'accord. J'avais 20 ans. C'est une forme de consécration précoce. Hein. Oui. Certains détracteurs du véganisme reprochent aux véganes une incohérence liée au fait d'un côté de se considérer comme des animaux humains et d'un autre côté de nier la part d'animalité qui est en eux en refusant de manger de la viande, comme le font d'autres mammifères, la lionne qui dévore la gazelle. Que leur répondez-vous? Est-ce que les véganes font preuve d'une animosité à l'égard de leur propre animalité, dont l'arrêt de consommation de viande serait l'un des principaux révélateurs? Alors ça, c'est un argument qui revient souvent en effet, c'est que l'humain a toujours été omnivore, depuis l'homme des cavernes il mangeait des animaux, et que c'est tout à fait naturel et c'est enlever une partie de ce que nous sommes de ne plus manger d'animaux. Alors il y a des scientifiques à nouveau qui ont fait des recherches pour comparer le corps humain, le corps du carnivore et le corps de l'herbivore. Et ils ont trouvé, et j'irai dans les détails, qu'en fait le corps humain est beaucoup plus semblable au corps de l'herbivore ou du frugivore, comme les orang-outans, les chimpanzés et tout ça, les gorilles, que du corps du carnivore, lion, etc. Voilà. Alors, premièrement, la longueur de l'appareil digestif. Alors là, je vais un peu regarder mes notes parce que c'est très scientifique. Alors, les animaux carnivores, ils ont un appareil digestif qui fait seulement 3 ou 6 fois la longueur de leur corps, donc assez court. Par contre, les herbivores, ils ont des appareils digestifs qui font 10 à 12 fois la longueur de leur corps, donc le double. Pourquoi? Ben, c'est parce que, enfin ce sera expliqué par la suite, mais donc le corps de l'humain est beaucoup plus proche du corps de l'herbivore que du carnivore, puisqu'il a un intestin très long. Donc, première similitude. Ensuite, l'acidité stomacale. Alors, les estomacs des carnivores sont 20 fois plus acides que ceux des herbivores. Et la raison, c'est parce que pour digérer toute cette viande, ils ont besoin d'une acidité, enfin toute cette chair animale, ils ont besoin d'une acidité très forte. Eh bien, l'acidité de l'estomac humain est similaire à celle de l'herbivore et pas du tout à celle du carnivore. Ensuite, la salive. La salive des carnivores est acide. Celle des herbivores est alcaline. Parce que l'acide, parce que ce côté alcalin de la salive
aide à pré-digérer les aliments. Eh bien, la salive humaine, elle est alcaline comme celle de l'herbivore, pas acide comme celle du carnivore. Ensuite, la forme des intestins. Les intestins des carnivores sont lisses et en forme de tuyau. Ça leur permet de digérer très vite la viande. Il n'y a pas, comme l'intestin de l'herbivore, il y a des bosses, il y a des poches, ça fait des tournants. Des circonvolutions. Voilà, c'est tout à fait différent. Et c'est parce que les végétaux, pour pouvoir avoir une absorption optimale des nutriments, il faut qu'ils passent lentement dans l'intestin. Eh bien, les intestins des humains ont exactement les mêmes caractéristiques de l'intestin des herbivores. Vous listez des analogies biologiques, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire, mais finalement, le carnisme, c'est un fait culturel, et que ça Oui, ça c'est différent. Mais là, je veux présenter cet argument, parce que ça c'est très 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 important, parce que pour eux, un omnivore, en fait, dans leur esprit, l'omnivore, l'humain omnivore est beaucoup plus proche du carnivore que de l'herbivore. Et moi, je veux prouver par ces exemples. Vous réfutez ça par des arguments biologiques. Par les arguments biologiques, et donc je les continue, c'est les fibres. Les carnivores, ils n'ont pas besoin de fibres pour diriger la chair parce que leur intestin, leur appareil digestif est très court et très lisse. Par contre, les herbivores, ils ont besoin de beaucoup de fibres alimentaires pour pouvoir faire avancer la nourriture dans l'appareil digestif qui est donc long et bosselé. Et c'est afin d'empêcher que les intestins soient obstrués par la nourriture qui se mettrait du coup à pourrir. Eh bien, les humains ont exactement les mêmes caractéristiques au niveau des fibres, de besoin de fibres, que les herbivores. Ensuite, deux choses de plus, le cholestérol. Le cholestérol, il n'y a aucun problème de cholestérol pour le système digestif des carnivores. Ils peuvent avoir une alimentation en très haute teneur en cholestérol, il n'y aura absolument aucun problème. Par contre, l'humain, il ne peut pas. Et là, à nouveau, il a exactement les mêmes caractéristiques que l'herbivore. Et ensuite, les griffes et les dents. Ça, tout le monde le voit, le reste des gens sont pas au courant. Mais les carnivores, ils ont des griffes, ils ont des incisives pointues pour pouvoir naturellement tuer un animal et déchirer la chair. Ils n'ont pas de molaires pour mâcher. Par contre, les herbivores, eux, eh ben, ils n'ont pas besoin des griffes et des incisives. Par contre, ils ont des molaires très énormes. Eh bien, l'humain, pareil, il a les mêmes caractéristiques que l'herbivore. Donc, ça veut dire qu'au niveau biologique, l'humain est extrêmement, qui est omnivore, donc qui est entre les deux, est beaucoup plus proche de l'herbivore et du frugivore que du carnivore. Donc ça, c'est au niveau de la biologie. Mais il y a peut-être un maillon entre les arguments biologiques et l'idée que la consommation de viande serait uniquement culturelle, parce qu'on a cet imaginaire de l'ancêtre de l'humain qui serait un chasseur-cueilleur, qui aurait d'un côté cueilli, ramassé des fruits, etc., le scavenger, et en même temps, cet humain qui aurait pu être un chasseur, donc être tout de suite à la violence dans le fait de tuer. Alors, ce que certains disent, les scientifiques, c'est qu'au tout début, justement, l'humain, il était en fait beaucoup plus cueilleur que chasseur. Parce que cueillir, c'était beaucoup plus facile que chasser. Hein. Donc il a fallu qu'il crée des armes, qu'il crée C'est ce qu'on a dans ce livre, d'ailleurs, excellent livre de Florence Burga, L'humanité carnivore, que je vous présente, où elle décrit toutes ces hypothèses. Donc, on dit toujours, oui, mais les premiers hommes, c'était juste des mangeurs de viande, des mangeurs de viande, des mangeurs de viande. Désolé, ils étaient beaucoup plus, et ça a été prouvé par les recherches, enfin les archéologues et tout ça, ils ont pu prouver qu'en fait, ils mangeaient plus de produits de la terre, là, des cueillettes, que de la chasse. Après, plus tard, bien sûr, ils ont développé les armes, mais au tout début, non. Donc, ceci est faux par rapport à il n'y avait pas d'élevage industriel à l'époque. L'élevage industriel, ça n'existait pas non plus. Donc, c'était forcément des consommations qui étaient très réduites, qui étaient locales. très réduites. Ils ne tuaient pas les quantités d'animaux qu'ils mangent maintenant. Ils ne mangeaient pas du tout autant de viande qu'ils en mangent maintenant. Et l'autre chose, c'est qu'on dit toujours l'argument culturel, parce que naturellement, les gens, ils n'ont que en tête leur culture occidentale. Eh bien, désolé, la culture indienne, ils sont végétariens depuis des milliers d'années, pas tous, hein, mais le végétarisme dans la culture indienne, ça date des premiers écrits qui ont été retrouvés, qui datent d'il y a 5000 ans. Donc, il y a culture et culture, il n'y a pas que la culture occidentale qui existe.
Écoute, ça fait une belle discussion tout ça. On va rentrer. Alors là, ça veut dire on dit rien. Ok. Merci. À vous de le confirmer. Et les tout petits bébés, il y a quelques pigeons tourterelles, il y a des hérissons. Et des chauves-souris en ce moment. Donc c'est le début de la saison des petits. Il dort. On essaye de limiter, mais on accueille aussi les bébés pigeons, les pigeons quand les gens les amènent. Lui, il pense qu'on est son papa et sa maman. Mais il faut qu'il mange tout seul parce qu'il n'est pas dédié à... Est-ce qu'il y a d'autres On va regarder dehors. Tous les animaux qui sont là, pratiquement, n'auraient pas survécu s'ils n'étaient pas arrivés là. Mais bien évidemment, on ne garde personne. Donc l'objectif, c'est soit, hélas, d'y mourir, quand ils sont à bout de course et qu'ils ne sont pas sauvables, soit de regagner la liberté. Bien évidemment, c'est un hôpital, donc un hôpital ne garde pas ses malades, et heureusement qu'on ne les garde pas, parce qu'avec 2500 animaux à l'année, je ne sais pas où on les mettrait. Et donc, c'est pas un zoo, c'est pas une volerie, c'est vraiment un hôpital pour la faune sauvage. Je suis malade, je suis cassée, je suis en détresse, j'arrive, je me fais soigner, je repars. L'antispécisme peut être vu comme un élargissement de la sphère de la compassion humaine aux animaux. Mais les mauvaises langues peuvent aussi déceler une forme de haine du genre humain, une misanthropie, déguisée en amour des animaux, une diabolisation de l'humain décrit comme un prédateur pernicieux, alors que les animaux seraient quant à eux disneylandisés, c'est-à-dire vus uniquement comme des peluches gentilles. Alors, l'antispécisme est-il un humanisme, c'est-à-dire un élargissement de la sphère de la compassion et des droits humains, ou bien est-il un anti-humanisme? Alors, c'est un humanisme qui va... C'est pas qu'on va enlever, mais on va rajouter. C'est-à-dire on va rajouter les animaux dans notre sphère d'amitié, de compassion, etc. Mais ce n'est pas du tout que c'est une haine de l'humain. Et il y a peut-être certains qui disent ça, mais on reconnaît que le lion, il mangera les gazelles et que je sais pas, tous les animaux carnivores dans la nature, ils vont rester carnivores dans la nature. La nature a été faite comme ça, on va pas les en empêcher et ils n'y peuvent rien, c'est leur nature. Par contre, l'humain, il a le choix. Donc, vu qu'il a le choix, eh bien, s'il peut faire l'un et l'autre en étant aussi bien, aussi heureux, aussi en bonne santé et en maintenir sa planète en vie et tout ça, autant faire ce qui fait le moins de souffrance possible. Et ce qu'il faut bien considérer aussi, c'est que l'animal, il fait souffrir, oui, le lion, quand il va tuer la gazelle, hein, et c'est quelques secondes. Hein. Tandis que l'humain, il a fait souffrir l'animal pendant toute sa vie. Et puis la gazelle, elle a pu vivre sa vie de gazelle. Elle a vécu sa vie de alors gazelle. Que le poulet en élevage industriel, le cochon... en liberté, et elle est tuée en quelques secondes. Ça n'a absolument rien à voir avec les élevages faits par les humains et la façon de tuer les animaux par les humains ou bien de les maltraiter de façon diverse, comme dans l'expérimentation animale, etc. Donc finalement, vous prenez l'élargissement de l'humanisme aux animaux, exactement, en même temps que vous reconnaissez une part animale à l'humain. Donc est-ce que c'est pas ça, justement, est-ce que c'est pas un dépassement de l'humanisme, justement, oui, ça, justement, le fait de ne pas nier la part d'animalité en l'humain et en même temps d'étendre l'humanisme aux animaux. Exactement. Donc on n'est pas dans de l'anti-humanisme, mais dans un dépassement de l'humanisme. Voilà, c'est un dépassement de l'humanisme, c'est ajouter et non pas enlever. Est-ce qu'on pourrait résumer cette pensée par le terme inventé ou proposé par Émeric Caron d'anhumanisme, c'est-à-dire un humanisme étendu aux animaux avec l'octroi de droits supplémentaires, etc. Est-ce qu'on retrouve un peu cette idée? Tout à fait. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est très 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 bien, que j'ai d'ailleurs,
antispécisme, où il explique ce qu'est l'antispécisme. Et oui, c'est élargir cette humanité, reconnaître les humains. Regardez, avant, il y avait que les hommes qui avaient des droits, les femmes n'avaient pas de droits, les enfants n'avaient pas de droits. Et bien maintenant, on reconnaît que les femmes ont des droits, que les enfants ont des droits, et pas seulement les hommes. Maintenant, il faut ajouter que les animaux aussi ont des droits. Et c'est pas une question, toujours on dit, oui, mais si on a des droits, on a des devoirs. Désolé, les enfants, ils n'ont pas de devoirs, et pourtant, à l'école, leur devoir d'après l'école, enfin, ils n'ont pas de devoirs dans le sens qu'on donne aux humains adultes, et pourtant, ils ont des droits. Donc l'animal, c'est pareil. Même s'il ne va pas pouvoir lire et écrire, il a des droits. Et dans vos propos, en fait, on sent poindre l'idée que ce qui est critiquable, finalement, c'est le suprémacisme de l'humain. C'est ça. Et cette idée que les animalistes critiquent la position hiérarchiquement supérieure de l'humain, c'est ce qui fait dire aux détracteurs de l'animalisme que l'animalisme est un anti-humanisme. Mais en réalité, ce qui est critiqué, c'est la critique de l'anthropocentrisme, en fait, qui est assimilée à l'anti-humanisme. Voilà, c'est ça. L'humain, nous, on reconnaît toujours que l'humain est supérieur en intelligence, en capacité que l'animal. On n'a jamais dit qu'un animal, il va savoir créer des ordinateurs, c'est complètement ridicule. Ce qu'on dit, c'est qu'il a des droits, lui aussi il a des droits. Et il a le droit de vivre, il a le droit d'être heureux, il n'est pas là juste pour être utilisé par l'humain, il a le droit à sa propre vie. Ceci dit, est-ce qu'on ne peut pas considérer que certains animaux, même si au plan cognitif, ils pourraient être considérés comme inférieurs à l'humain, est-ce que les animaux, la plupart du temps, voire même toujours, ne sont pas adaptés en fait, à leur environnement? C'est-à-dire qu'une chauve-souris qui a évolué l'écolocation, qui vit dans une grotte, qui va être un pollinisateur, etc., mais qui vit la nuit, la tête à l'envers, est-ce que c'est pas un animal qui simplement ne peut pas être comparé à l'humain? C'est la notion d'Umwelt, c'est-à-dire que le monde propre de la chauve-souris est tellement différent de celui de l'humain qu'il n'y a pas de point de comparaison. Donc l'humain n'est même pas supérieur, il est juste au bout d'un lignage, alors que la chauve-souris est au bout d'une autre trajectoire évolutive, comme le dauphin. Oui, parce que les animaux, eux aussi, ils n'arrêtent pas de s'adapter. Et ils ont une intelligence qui leur permet, en effet, de s'adapter dans leurs différentes circonstances de vie. Parce que leurs circonstances de vie n'arrêtent pas de changer. Comme celles de l'humain n'arrêtent pas de changer, celles des animaux aussi n'arrêtent pas de changer. Et ils s'adaptent sans arrêt. Il y a eu, par exemple, un exemple avec les fourmis. Il y avait une fourmilière qui avait, toute la fourmilière avait une certaine maladie. Eh bien, les fourmis qui se sont rendues compte qu'il y avait cette maladie, elles sont allées chercher une plante qui soignait cette maladie, et on voyait toutes les fourmis avec chacune un petit bout de cette feuille, de cette plante, qui chacune rapportait un petit bout de cette plante dans la fourmilière pour arriver à éradiquer cette maladie qui avait envahi leur fourmilière. Donc ça veut bien dire qu'elles ont une intelligence adaptée à leur environnement, à leur mode de vie. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que les antispécistes peuvent effrayer certaines personnes, c'est-à-dire qu'on a une sorte de déconstruction du mythe judéo-chrétien de la place particulière de l'humain dans la création? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, ça vient en effet des religions à base de la Bible, le monothéisme, c'est-à-dire donc le christianisme, judaïsme, islam, qui sont tous basés sur la Bible, où il est écrit que tu seras maître et possesseur de la nature. Dieu a créé l'homme à son image, et il l'a créé pour qu'il soit maître des animaux, de la nature, et qu'il utilise, il a le dominion sur tous ces êtres et qu'il les utilise pour ses besoins. C'est venu en effet de ces religions, mais comme je vous dis, la religion indienne n'a pas du tout cette notion-là. Et ces animaux sauvages, est-ce que certains rendent des services écosystémiques en général et indirectement pour les populations humaines? Par exemple, les chauves-souris peuvent dévorer des moustiques. Est-ce qu'elles en dévorent suffisamment pour nous en protéger, ou est-ce que... Ouais, il faut toujours que les humains trouvent de l'utilité pour pas tuer. Et la valeur des animaux, déjà, on sera suffisamment, on va sacrément s'emmerder si on n'a aucun animal qui vient chanter, qui vient... Alors, sur les services, les mangeurs de moustiques, les martinets, les chauves-souris et les hirondelles.
Si on n'avait pas les renards, les rapaces, on aurait des souris et des rats partout. Ça serait un peu casse-pied quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, et rendre service parce que c'est un équilibre général. C'est un équilibre entre eux. Et si l'équilibre fonctionne, ben, ça se passe bien entre eux. Il y en a qui mangent des insectes, qui viendraient ravager nos cultures, enfin pas les miennes d'ailleurs, mais les cultures. Donc si on arrive à entretenir un équilibre satisfaisant de la nature, c'est-à-dire pas enquiquiner tout le monde, ça va bien se passer. Mais on sent que cet argument de la valeur écosystémique vous fatigue un peu. Est-ce que on peut dire que vous prenez plutôt celui de la valeur intrinsèque de l'animal, à savoir qu'il existe en lui-même pour sa valeur propre, qui n'a pas à être définie par l'humain? Le problème, c'est que j'ai l'impression que pour être protégé, il faut valoir quelque chose aux yeux de l'humain. Si on fait ça sur les humains, on va se supprimer un certain nombre de fois. Moi, je vaux rien. Au contraire, je suis nuisible par rapport à un certain nombre de personnes qui me supportent pas. Et donc, je pense qu'on pourrait plutôt être un peu plus respectueux de la vie et se dire que s'ils sont là, respectons et puis essayons de comprendre comment ils fonctionnent. S'il faut avoir de la valeur définie par quelqu'un d'autre, je pense qu'on est mal parti parce qu'on va juste tuer celui où on explique qu'il n'a pas de valeur. Et c'est une vision un peu marchande aussi de la nature. Oui, c'est ça. Alors, hélas, je pense que ce sont des arguments qui fonctionnent. Si ça fonctionne, autant l'utiliser, mais en même temps, autant se dire que vaudrait mieux qu'on prône plutôt un équilibre du vivant et un respect du vivant, plutôt que de dire celui-là je le garde et puis celui-là je le jette parce qu'il n'a pas de valeur. Sinon je trouve qu'on devient très très raciste. Très non toi je te déteste, on a déjà connu ça, c'est pas la peine de refaire ça avec les animaux. Et on n'en est pas loin, on se déteste, c'est quand même on a une capacité à trier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas en fonction et à argumenter sur la valeur qu'il a. Je trouve que c'est dangereux. Alors, certains courants d'antispécisme semblent plus radicaux que d'autres, comme l'extinctionnisme qui propose de faire disparaître les espèces domestiques, ou le courant RWAS, Reducing Wild Animal Suffering, réduction de la souffrance des animaux sauvages, qui suggère de faire disparaître les animaux sauvages pour qui la vie ne serait qu'un long chemin de croix. Comment ces courants s'intègrent dans la mouvance antispéciste française? C'est pas inclus. On n'inclut pas cette question que les espèces sauvages carnivores doivent disparaître. Ça ne fait pas partie ni du véganisme, ni de l'antispécisme, ni de l'abolitionnisme. Et pour ce qui est des animaux de compagnie, oui, c'est vrai, là, il y a certains qui disent qu'on devrait arrêter d'avoir des animaux de compagnie, c'est-à-dire arrêter de les faire se reproduire, et ils s'éteindront naturellement. Moi, personnellement, je pense qu'il faut arrêter les élevages industriels comme il y a maintenant d'animaux de compagnie, alors qu'il y en a tellement dans tous les SPA et dans tous les refuges, les sanctuaires et tout ça. Mais faire en sorte que ces animaux n'existent plus, non, moi personnellement je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'antispécistes et autres qui ne sont pas d'accord non plus. Celui-là il revolera jamais. Il a pris choc-ligne, il n'a pas électrocuté. C'est une femelle. Il a pris une ligne et il n'est pas en capacité de revoler, mais on ne va pas se mettre à l'euthanasier. Et vous m'expliquiez tout à l'heure que vous ne donnez jamais de surnom, de prénom aux animaux que vous recueillez. Donc, quelle est l'idée Ils ne sont pas domestiques. Ils ne sont pas domestiques, ils ne sont pas à nous. C'est l'aigle, c'est Faucon cresserelle, Donc vous le considérez comme un représentant de l'espèce et pas du tout comme un individu avec lequel vous nouez une relation interpersonnelle? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On est obligé de nouer une relation si on veut effectivement, il faut qu'on ait l'attention qu'il soit soigné, comment il va, il faut qu'on ait une certaine empathie avec lui. Mais il n'est pas là pour nous accompagner. Donc il faut qu'il reste distant, qu'il continue d'avoir peur de l'humain et que son passage à l'hôpital soit juste un mauvais souvenir pour lui et non pas une empreinte de l'humain sur lui. Par contre, l'extinction de race,
qui ont été créés dans un seul but, et on utilise cet argument que si on ne fait plus telle chose, cette race disparaîtrait, là je rejoins ce que disent ces groupes, c'est les taureaux de corrida. Parce que les taureaux de corrida, en fait, ils n'ont rien à voir avec un taureau normal. Ils ont été créés et spécialement pour la corrida, c'est-à-dire qu'ils sont petits et très gros. Et la raison petit, c'est parce que le torero, s'il a il domine encore une fois. Il faut qu'il domine le taureau, parce que si c'est le taureau qui est au-dessus de sa tête comme ça, il ne pourra pas faire son combat. Donc ils ont créé exprès une race toute petite, qui n'est pas du tout naturelle, elle n'existe pas dans la nature. Ils ont créé une race, ils sont tous noirs, parce que ça fait peur. Dans la nature, ils ne sont pas noirs. C'est eux qui ont créé une race noire parce que le taureau qui est gros et noir, ça fait plus peur, ça fait plus sauvage. Et ils l'ont créé très très gros. En fait, c'est parce que d'un côté, le spectateur pense « Oh là là, il est dangereux, regardez comme il est gros ». Alors qu'en fait, la réalité, c'est parce que comme il est trop gros, il perd beaucoup en agilité. Donc c'est plus facile pour le torero de le tuer. Donc ces races-là, qui ont été créées dans ce but spécial de la corrida, là, moi, je suis entièrement d'accord qu'elles disparaissent et que ça redevienne des taureaux normaux. Puis c'est la viande très grasse, c'est celle des gardiennes de taureaux qu'on trouve avec morte. Oui. Là, la différence aussi, c'est que beaucoup de gens préfèrent en effet les gardiennes de taureaux et les taureaux de corrida, c'est qu'en fait, l'animal, quand il souffre, il a un goût différent, parce que toute l'adrénaline, ça crée toutes sortes de produits chimiques dans leur corps, qui fait que ça change le goût de la viande. C'est pour ça que le gibier, quand il tue les animaux à la chasse, ça a un goût beaucoup plus fort et différent que s'ils étaient dans des pâturages. Et c'est pareil avec le taureau, le goût est beaucoup plus fort. C'est pour ça aussi que dans les pays asiatiques où ils mangent les chats et les chiens, ils vont souvent, très souvent, ils font bouillir vivant le chien. Parce que, ou bien ils vont frapper le chien. Faire du mal, ça induit l'adrénaline qui induit un fumet particulier. Voilà, c'est parce que comme l'animal souffre, ça crée de l'adrénaline dans son corps, qui donne un goût différent à la viande et qui trouve que c'est bien meilleur. Donc il faut faire souffrir l'animal au maximum avant qu'il meure, de façon à ce qu'il y ait ce goût qu'il préfère. Donc, oui, c'est... oui, jusqu'où peut aller la cruauté humaine, juste pour son plaisir personnel, ça va vraiment très 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 loin. Donc oui, qu'on fasse s'éteindre des races qui ont été... Par exemple, qu'on fasse s'éteindre la race des cochons grillés. Ça a été créé totalement par l'humain, qu'elle disparaisse, cette race, et qu'on ait des cochons et des sangliers, d'accord. Pareil pour les taureaux de corrida. Mais autrement, faire s'éteindre tous les animaux. De toute façon, ça ne pourrait pas marcher. Parce que c'est obligé d'avoir des animaux qui mangent les herbivores, parce qu'autrement, les herbivores vont trop manger la végétation. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'écosystème, voilà, l'écosystème, ça fait partie de l'écosystème qui est très complexe, et si on enlève un élément de la chaîne de l'écosystème, ça ne marche pas. Le seul élément qu'on peut enlever, c'est l'humain. Le fait que l'humain mange les animaux. Vous m'aviez raconté lors de notre première entrevue l'anecdote de Mao Zedong avec les oiseaux. Voilà, c'est ça. C'est que Mao Zedong s'était dit, les oiseaux mangent les fruits dans les vergers. On va tuer tous les oiseaux, et donc du coup, on n'aura pas de famine, on aura beaucoup plus de fruits. Résultat, ils ont tué tous les oiseaux, et leurs récoltes ont été complètement ravagées par les insectes, parce qu'il n'y avait plus d'oiseaux pour manger les insectes. Donc, il faut faire très attention, la nature est très scientifique. C'est la pensée complexe, typiquement, au sens d'Edgar Morin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les problèmes les uns des autres. Voilà, il faut bien réfléchir à tout ce qu'on décide de faire, parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement... l'inverse de ce qu'on voulait obtenir. C'est l'écologie de l'action. Voilà. On peut appeler ça comme ça. Comment j'ai ouvert les yeux et ouvert mon cœur par la même occasion, tout simplement en faisant un nettoyage de plage. Je m'intéressais à l'environnement depuis quelque temps, et en nettoyant la plage, je me suis rendu compte que les déchets que je ramassais pouvaient impacter les animaux, notamment les oiseaux et les poissons. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je suis allée sur Internet, et c'est comme ça que j'ai découvert les associations, Sea Shepherd, L214, voilà. Ouais frérot, j'espère que tu vas bien. Je tenais juste à te dire que tu t'améliores vraiment au niveau de ta musique, et ça s'entend vraiment. J'espère que tu vas aller loin, on est tous derrière toi. Tu mérites cette gloire, et moi je te dis à dans 3 ans pour l'Olympia mon frère. Passe une bonne soirée.